Merci, mais c'est pas moi qui vais parler, donc je me permets de manger ma petite banane pour reprendre des forces et mieux vous la mettre dans ce caout, d'accord? Allez, Lolo, Ouah. Allez, yes, hein. C'est bon, tu m'entends bien? yes, All c'est good. good? Allez, c'est parti. Si on parle un peu de Vim Entra ID, on a eu un petit couac, sur le licensing et du coup, on avait voulu se caler un peu à nos confrères, qui sont sur le marché. Donc ce qu'on avait fait, en fait, c'est qu'on prenait, l'intégralité des users, des membres, donc même les guests, c'est-à-dire que je les appelle les intermittents du spectacle, hein, qui restent, très peu de temps à la société, des stagiaires par exemple. Et du coup, ça, c'était un manque chez nous. Donc, on a été scalé au plus près du marché, à savoir prendre la partie uniquement all members et pas la partie guest. Et pour ce faire, pour pallier à ce problème, il a fallu que les VCSP partners puissent créer des licences au travers Pulse pour backuper l'intégralité. Et donc, c'était une licence temporaire qui expirait fin mars, donc hier pour le coup, avec bien évidemment une période de grâce de 60 jours. Puis après, vous passez sur le mode de licensing standard. Ça a été résolu là sur Q1. Donc Q1 chez nous, c'est fin mars. Et puis après, début avril, on passe sur Q2. Du coup, la Euh, 12.3.1, si vous la déployez, vous avez ce nouveau modèle de license. Exactement. Et donc pour pouvoir délivrer cette licence, il aurait fallu, discuter avec le sales Vim, qui vous gère et puis de pouvoir, générer ensuite, la partie, licensing. Ouais, mais bon, du coup, tout ça, hop, ça saute, installer la C'est 12.3.1 et ça licencie que les users actifs d'Entra ID. exact exactement. Donc si on rentre un peu, sur la 12.3.1, il y a des nouveautés en termes de sécurité et si on parle de sécurité, on va atterrir sur la partie Vim Threat Hunter. À ne pas confondre avec le Vim Treat Center, qui est qui est pas du tout la même chose, mais voilà, j'ai accentué sur ces deux mots-là, donc à bien retenir. Ça fait partie de mes questions. J'espère que Baptiste les a pas modifiées dans son sens. Donc voilà, très rapidement, qu'est-ce que le Vim Treat Hunter? C'est un moteur d'analyse, qui est basé sur des signatures, qui va être utilisé par VBR, qui va pas vocation de remplacer les moteurs XDR, EDR ou autres outils parallèles, qui viendra analyser bien évidemment vos backups. C'est vraiment en renfort. C'est pour détecter bien évidemment toutes les menaces de ransomware qui peut traîner, à savoir si c'est des fichiers chiffrés qui peuvent contenir bien évidemment des artefacts de ransomware, ou alors des adresses .onion ou encore des notes de rançon derrière. Et donc comme je le disais, ça n'a pas vocation bien évidemment de remplacer quoi que ce soit. Ça vient s'intégrer dans le moteur de Vim. C'est inclus dans l'installation, il n'y a pas d'installation supplémentaire, de configuration supplémentaire ou d'update. Tout est lié à Vim, c'est Vim qui prend en charge toute cette partie-là, configuration, update, patch et ainsi de suite. Et si on va au-delà, si on parle un peu de Yara, donc Yara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un module open source qui permet de catégoriser et de familiariser les familles de ransomware que vous voulez rechercher dans vos backups. Bien évidemment, c'est vous qui renseignez ces familles-là. Et donc, comme vous le savez, c'est pas forcément parfait. Et peut-être que ça va le faire, mais vous ne savez pas encore quel type de signature réside. Si on va plus loin, donc c'est pour ça qu'il y a le Vim Treat Hunter qui vient on top à ce moteur, enfin à ce fichier Yara, pour pouvoir détecter peut-être des familles qui ne sont pas catégorisées dans ce fameux module Yara. Alors on dit que on est plus rapide, à 3 fois, voire 6 fois plus rapide qu'un Windows Defender. Alors oui, effectivement, on est beaucoup plus rapide. J'ai pas les métriques.
Je les avais vus, Philippe me les avait montrés. Philippe! Et putain, t'es perturbant. Et donc, sur la partie Vim Treat Hunter, pourquoi on est beaucoup plus rapide? Parce qu'en fait, il va checker tous les disques en simultané. Et donc, la différence, elle est là, c'est qu'on est beaucoup plus rapide. Donc, on ne fait pas appel à un outil tierce. Le moteur est intégré à Vim et donc, on n'a pas de call API, quoi que ce soit. Tout se fait en interne sur le moteur Vim. Je t'interromps pour Vas-y. avant l'overview, juste pour répondre à une question qui était intéressante. Est-ce qu'il faut conserver nos antivirus classiques sur le serveur Vim, type Moon Server, Proxy, etc. Alors déjà, gros débat. Est-ce qu'il faut mettre des antivirus sur vos infrastructures Vim? Alors, si vous en mettez sur vos infrastructures Vim, il y a une énorme liste d'exclusions. Et un des premiers problèmes au support, c'est que vous le faites jamais et qu'après ça marche pas et que du coup il faut exclure. Deuxièmement, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Non, parce que déjà ton antivirus, il est relié à la prod, il est relié à d'autres environnements. Est-ce que tu veux pas cloisonner intégralement ton serveur VBR, ton serveur Vim? De toute façon, que ce soit oui ou que ce soit non, et tu fais ce que tu veux avec cette information, le Vim Thread Hunter, Thread Hunter, comme dirait Laurent, c'est vraiment pour uniquement les machines que tu backup, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la sécurité de ton infra Vim. Et il y en a qui ont il y en a qui ont la ref. Philippe, je sais où tu te caches. Voilà, je peux pas m'en empêcher. À toi, Lolo. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous faites une installation from scratch avec la 12.3, le Vim Treat Hunter est systématiquement installé sur le mount server. Donc, c'est le mount server qui porte cette fonctionnalité. Et quand vous faites un upgrade, il est également installé, d'accord? Mais si vous avez mis en place un antivirus parallèle auquel vous faites appel, donc il y a Windows Defender, E7 et bien d'autres encore, bien évidemment, il ne viendra pas écraser cette partie-là. Il est toujours disponible sur le mount server et c'est à vous de l'activer. Donc, c'est toujours votre logiciel de préférence qui va être en action lors des backups et de la restore. Bien évidemment, si on parle un peu, donc j'avais dit qu'on pouvait coupler la partie Treat Hunter et la partie Yara, ce sont deux choses possibles. Il en est de même pour la partie antivirus, donc propre à vous, et vous pouvez le coupler avec la partie Yara. Si on va un peu plus loin, donc là c'est un exemple tout simplement sur la partie Secure Restore sur un exemple de disk Restore. Donc on voit bien que l'outil Vim Treat Hunter rentre en action et vous détecte aucun malware, aucun incident sur vos backups. Dès lors où il analyse et qu'il détecte quelque chose, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre directement dans la partie malware détection. Donc il y a un chapitre, un onglet exprès qui va vous alerter si jamais vous avez un backup qui a été corrompu, qui a été infecté ou autre. Et puis c'est après, à partir de là, que vous pouvez mettre certaines opérations en place pour pouvoir diléter ce fameux ransomware ou ce virus qui traîne sur vos backups. Slide suivante. Slide suivante, donc je le disais, le mount server. Donc pour l'instant, les deux seuls volumes qui sont supportés, c'est la partie ERFS et NTFS. Ça fonctionne comme un antivirus, hein, c'est exactement la même chose. Donc c'est managé par le backup server qui ordonne au mount server d'analyser les backups et de pouvoir ensuite restaurer dans un environnement isolé. Vous pouvez faire tout ça au travers de la partie Secure Restore. Très rapidement dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Vim Treat Hunter, juste avant de s'actionner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier les mises à jour. Bien évidemment, il va falloir une connexion à Internet. Si ce n'est pas le cas, il va falloir mettre à jour le Vim Backup et Réplication. Mais bon, je vous encourage fortement à ce que le VBR soit connecté à Internet pour qu'il puisse aller chercher les signatures et mettre à jour son moteur. Et il le fait pas plus d'une fois par heure, je crois, cette vérification.
Et Euh, en 12.3.1, vous avez une KB pour le faire en proxy. Vous pouvez utiliser un proxy web pour communiquer mise à jour. Et il y a un KB, voilà, il faut être en 12.3.1. Parce qu'avant c'était que le Moon Server et du coup ça posait problème. Et maintenant ça peut être un proxy web. Enfin le Moon Server peut discuter avec un proxy web, un truc comme ça. ok, merci Baptiste. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la première mise à jour prendra forcément un peu plus de temps parce qu'il y avait l'intégralité de sa base à jour. Et puis après, c'est comme un backup, ça viendra chercher le delta et puis les additionnels, les mises à jour additionnelles, minor ou majeures, en fonction de ce qui se trouve sur le web. Donc là, ici, très rapidement, on va parler des clés de registre. Je vous encourage fortement à ne pas, à ne pas l'activer ou le désactiver en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des chevaux de Troie résident en fait dans des fichiers compressés. D'accord. Donc, dans tout ce que vous voyez à l'écran, les fichiers .zip et ce genre de choses, des fichiers exécutables, ils peuvent résider dedans. Et donc, la partie scan, hein, dès lors où vous la cochez, bien évidemment, ça mettra un peu plus de temps qu'un scan lambda. Donc, il y a des clés de registre à mettre en place. Donc, le lien est sur l'AKB et sur l'écran là. Donc, bon, les slides vous seront envoyés, mais il est intéressant d'aller les voir et de pouvoir soit mettre en disable, soit activer les packages que vous voyez à l'écran. Alors, on dit que effectivement le Vim Threat Hunter est beaucoup plus performant dû au scan de disque. Non, c'était la slide juste avant, Oui, mais c'est mais pas grave. tu l'as dit juste avant. Ouais, je Tu l'ai l'as dit déjà juste dit. avant, mais bon, c'était juste pour un rappel pourquoi on est beaucoup plus rapide hein, par rapport à un Windows Defender. C'est le fait de paralléliser les disques et d'aller plus vite par rapport à cette partie de Windows Defender. Si on va sur les limitations, donc le Vim Threat Hunter ne fonctionne uniquement sur la partie File Level Recovery, ne fonctionne pas plutôt sur la partie File Level Recovery et sur la partie NAS et stockage objet. Contrairement à Windows Defender qui, lui, fonctionne sur ces différents scénarios. On passera ensuite sur la partie IOC. Ça te fait marrer, Baptiste? Ah, il y a des gens qui, hein, ils sont marrants dans le chat, hein. Vous savez pas la chose, hein. Voilà, hein. Ceux qui répondent juste à la question sur le Street Hunter gagne une boîte de qualité Street. Voilà ce qu'il m'a écrit. Allez, Allez, si on parle un peu c'est cadeau. des nouvelles détections faites par le moteur Vim, on va parler de la partie IOC, donc Indicator of Compromise. C'est tout simplement l'exploitation de l'indexation des fichiers lorsque vous mettez en place le guest indexing. Et donc là, Vim va pouvoir trouver en fait ce qu'on appelle des logiciels ou des logiciels tout simplement qui dorment et qui permettent en fait de faire des mouvements latéraux ou bien des exfiltrations de données ou le contrôle de commande. Des quoi, Ou pardon? alors des exfiltrations de données. D'accord, ça C'est bon. va. Et le contrôle de commande et l'accès aux identifiants stockés. Donc, si on prend un peu ce qu'a mis à l'écran Baptiste, cette liste ne peut pas être customisable. C'est by design par Vim et Vim viendra mettre à jour cette liste automatiquement. Bien évidemment, il faut cocher la fameuse case Update Malware Definition Automatically. Et donc, c'est Vim qui va mettre à jour directement cette fameuse liste. Bien évidemment, vous avez cette fameuse possibilité de désactiver ou d'activer ce que vous voulez scanner et rechercher. Donc voilà, ce sont un certain nombre d'exemples sur les indices de compromission. Donc on a un certain nombre, comme je vous l'ai dit, les mouvements latéraux, la partie exfiltration, le contrôle de commande,
la partie reconnaissance. Donc voilà, ce sont un certain nombre de listes Voilà, non exhaustives. toute la liste Mitre, hein, c'est référencé selon les trucs Mitre. Et donc Ouais, d'un ils sont backup à l'autre, voilà, d'un backup à l'autre, s'il y a un des outils qui est détecté, bah, il vous fera juste un warning au niveau du job pour dire attention, est-ce que c'est normal qu'il y ait un file là qui vient d'être installé ou est-ce que c'est une tentative d'exfiltration de données. exact. Passons ensuite sur le support. Donc très rapidement, hein, c'est ce que, pour vous dire ce qui est supporté aujourd'hui et ce qui ne sera plus supporté dans cette version actuelle. Donc la 12.3.1. Donc voilà, rien d'autre à ajouter dessus, mis à part la Windows 11 qui ne sera pas supporté sur la partie Hyper-V. Le backup serveur peut toujours être installé sur du Windows 2005 et Windows 11. Mais à terme, sur la 12.3, enfin la 13, je pense que Windows 11 va disparaître. Ouais, ouais, on aura un Donc slide sur la toujours. 13. Là, c'est surtout Ouais, quoi là, on a le support de 2025 pour info. ouais, c'est surtout ça qu'il faut retenir, parce que Windows 11, pas sûr que tout le monde l'utilise. Des améliorations effectivement sur la partie SOBR. Donc à l'époque, juste avant la 12.3, on ne pouvait pas mixer des repositories immuables avec des repositories non immuables. Donc là, depuis la 12.3, donc on a corrigé ce problème. Donc on va pouvoir mixer des repositories immuables et non immuables. On va pouvoir également mettre en seal la partie, ce qu'on appelle sceller, pour pouvoir déplacer les extensions existantes. Donc ça, c'est important. C'est pour la partie evacuate backup. Donc ça, c'est une nouveauté sur la partie migration entre les différents stockages objets immuables et non immuables. Et mixer également différents acteurs du marché tels que ce que vous voyez à l'écran, Azure, la partie Wasabi ou alors partie AWS par exemple. Hmm. Chose qui n'était pas faisable en 12.1 et 12.2 d'ailleurs. Ouais, ouais, donc c'est une nouveauté 12.3 et c'est pour résoudre le problème de migration inter S3, hein. Vous aviez plusieurs fournisseurs S3, et ben vous ne pouviez pas dans un SOBR faire des migrations de l'un à l'autre, donc là maintenant c'est possible. Donc vous devez par contre sceller l'extend, faire un evacuate, et ensuite vous pourrez relancer, sortir l'extend qui vous intéresse du mode scellé. Allez, parlons rapidement du Vim Agent for Windows. Une chose contraignante en Agent 6.3, c'était le fait de booter, de vouloir créer en fait ou de booter directement sur le Recovery Media. Et donc on a le client, enfin l'utilisateur avec 5 secondes pour pouvoir appuyer. Et donc ça, il y a une fameuse clé permettant en fait de faire le disable de ce message et d'atterrir directement sur la création du Recovery Media. Sur la partie bar métal, une chose nouvelle, c'est la possibilité d'éditer à l'intérieur du Recovery Media un fichier XML et permettant en fait de faire de la réponse automatique dans ce fichier XML. Donc vous pouvez utiliser tous les outils du marché, Anyburn, d'autres ISO, outils ISO permettant de rentrer dans l'ISO et de pouvoir modifier ce fameux fichier de réponse et de pouvoir booter dessus. Et ça va vous permettre en fait d'être beaucoup plus rapide et d'éviter les actions manuelles. Donc après la slide suivante, c'est donc le On va pas fichier besoin d'entrer en XML à quoi détail, il ils ont les ressemble. slides, hein. Ouais, vous aurez les slides, mais bon voilà, c'est un peu dégueulasse. En fait, c'est un fichier XML dans lequel vous allez pouvoir corriger ou mettre les réponses de manière manuelle et de pouvoir ensuite booter dessus. Ensuite, sur la partie Enterprise Plugin, intéressant, juste avant la 12.3, on avait la possibilité de backuper une seule version par serveur d'Oracle, donc 19C par exemple. Donc s'il y avait une autre version 21C dessus, il n'y avait pas la possibilité de le backuper. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc du coup, depuis la 12.3, on est en capacité de sauvegarder toute la partie Oracle Home avec différentes versions.
Donc attention, il y a une question dessus, sur un seul serveur, 2 bases de données, avec des versions différentes possibles sur la 12.3, et avant, il n'y avait qu'une seule version possible. Plus besoin de restaurer l'intégralité de la database en cas de bloc corrompu. Là, on va pouvoir repartir, restaurer directement les blocs corrompus. Donc, ce que je disais, pas besoin de repartir sur l'instance ou la base entière. Donc, on va pouvoir récupérer les blocs corrompus grâce aux archives log et de pouvoir restaurer ces fameux blocs sans avoir à repartir sur l'intégralité. Ensuite, en termes de sécurité sur les databases, donc on vient plus s'appuyer sur l'authentification de l'OS, hein, comme on pourrait l'avoir auparavant. Donc là, depuis la 12.3, on vient s'appuyer sur ce qu'on appelle du pair database level authentification. Et donc, c'est plus besoin de renseigner les users dans les groupes Aura, DBA, OSDBA groupe. Donc ça, c'est directement lié à la database. Donc c'est la database qui détient cette clé, ce user-là. Et donc, c'est une authentification directe avec le Vim Explorer et la database. Donc, le serveur en lui-même n'aura plus besoin d'être renseigné, du moins les credentials de l'OS. Et ça, c'est important. Et oui, D'avoir c'est important. Ouais. enfin la base, pas l'OS, mais directement la base de données pour les credentials. Pour les service providers, des fois, c'est important. Exactement. Une amélioration aussi qu'on n'avait pas, c'était de en fait, ce que faisait le backup de la database, il allait parcourir l'intégralité des networks pour enfin atterrir sur le network préféré de la database. Ça, Baptiste, c'est important pour toi, c'est que tu as un de tes clients qui avait demandé cette feature. Donc là, la feature est sortie, donc c'est intéressant de mettre des préfères network pour les database plugins, c'est-à-dire que le plugin en lui-même ne va plus parcourir l'intégralité des différents networks, mais va atterrir directement sur le network en question et de pouvoir backuper et mettre la donnée directement sur le repository. Mais malheureusement, c'est pire que ça. Mon partenaire, c'est plutôt son Vim Backup Server qui a 40, 50, 60 plugins de déployer. Et c'est pas les databases qui n'arrivent pas à accéder au repo, c'est le VBR qui met 15 ans à accéder aux 50 plugins parce qu'il teste toutes les cartes réseau du VBR, parce que c'est le VBR qui a plein de cartes réseau. Ah oui, c'est vrai ça. C'est pire Ouais, que ça. c'est pire que ça, effectivement. Donc une amélioration sur la partie réseau pour les databases Enterprise Plugin. Donc une amélioration réseau qui va résoudre un peu, qui va être beaucoup plus rapide que de parcourir l'intégralité des preferred network. Donc si on parle un peu des databases sur Linux, donc bon, c'est tout simplement des optimisations qui sont faites sur le data mover, qui va permettre en fait d'être beaucoup plus rapide sur la restauration en termes de file level ou sur les 3 bases de données que vous voyez à l'écran. Donc après, slide suivante, ce sont uniquement des nouvelles plateformes qui sont supportées avec des nouvelles versions. Donc MongoDB, par exemple, uniquement sur Linux, si on prend MongoDB, uniquement Replica 7 aussi. Donc après, c'est uniquement des nouvelles versions qui sont supportées. Si on parle de nouveautés en termes d'amélioration de performance, donc là, on viendra tout simplement exploiter la partie SnapDiff, donc les API de NetApp, hein, pour pouvoir avoir cette partie de Change File Tracking, donc d'être beaucoup plus performant sans avoir à relire l'intégralité du storage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on viendra tout simplement optimiser la lecture des patterns et la mise en cache, pardon, ce qui va permettre en fait d'améliorer les vitesses de traitement au niveau du stockage NetApp.
Nouveauté également, donc des améliorations sur la partie NAS backup, hein, vers du tape. Donc c'est uniquement des améliorations sur la partie lecture et sur la partie dedupe appliance qui sont mis en avant. Ça par contre, Ça, c'est juste, voilà, si vous faites des restores de files, vous pouvez agrandir le menu pour regarder ah plus ouais, loin dans votre restauration instructeur. superbe. Voilà. On peut agrandir la fenêtre. On n'est pas sur de la nouveauté là? Là, vous étiez pas prêt? Là, personne l'attendait celle-là. Donc sur la partie Proxmox, effectivement, 12.3.1, on vient améliorer Proxmox, à savoir la partie sudo, donc sudo user, donc plus besoin d'être root pour pouvoir y accéder. Donc on fait appel à un user qui a les droits sudo pour pouvoir avoir les droits complets et accès sur la partie Proxmox. Ça, je crois qu'il y a une question dessus sur Open vSwitch. Donc, Les aide pas trop, les aide pas trop. Moi, je veux pas qu'ils gagnent. d'accord, ok, très bien. Bon, il n'y a pas de question dessus. Open vSwitch, donc support d'Open vSwitch pour la partie Proxmox. Exploitation de la partie SSO API. Donc, on va pouvoir utiliser ces fameux API du stockage objet pour avoir un peu plus de capacité de voir les choses sur le storage, l'object storage. La partie support Nested Pool, support de Nested Pool, donc catégoriser les environnements. Hein, je suis pas un pro de Proxmox. Dessus, Backup Engine, donc bien évidemment amélioration du moteur pour pouvoir prendre à la fois plusieurs threads. Donc c'est juste des améliorations sur la partie Proxmox. Un focus sur Proxmox aussi. On a demandé, alors moi personnellement avec d'autres ingés, peut-être pas Baptiste, l'ouverture des API parce que ça a été demandé sur la partie Proxmox. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas ouvert la partie API sur Proxmox. On a demandé également la partie Secure Restore, enfin Sure Backup Lite aussi, qui n'existe pas, et la partie réplication. Donc la partie réplication, ça ne sera pas tout de suite, mais en tout cas, les deux premiers que je viens de vous citer, c'est dans les tuyaux. Ça ne devrait pas tarder à sortir. On a réveillé les gens avec Proxmox là. Putain, vous êtes trop vite dans le chat. Calmez-vous, Vas-y, calmez-vous. on va faire une pause, on va voir c'est quoi les questions. Ouais, t'as peut-être Vas-y. plus de réponses que moi aussi. Backup des conteneurs, on est d'accord, c'est pas supporté. Non, Il encore faut moins sur Kasten si vous avez LNX. du cube. Il faut forcément Kubernetes qui va piloter, piloter l'SX et qui va LXC et qui va du coup supporter les conteneurs. Pas d'infos sur l'hyperviseur HPE. Hein. Non. Non. Après, vous dites de façon naïve que c'est du KVM, mais vous n'avez pas idée du nombre de KVM différents qui existent, de la façon dont c'est intégré, c'est implémenté, les API qui ne sont pas les mêmes en fonction des KVM. Pareil, OpenStack, ça ne veut rien dire. Il y a Red Hat OpenStack, il y a OpenStack tout court. Il y a plein de flavors d'OpenStack différents en fait. C'est le problème de l'open source, c'est qu'on prend, enfin, Vim, la R&D discute avec les différents éditeurs, avec des gens en face en fonction des API, et c'est très compliqué de supporter OpenStack, KVM. Tu vois, il y a trop de trucs quoi. Yes, donc l'ajout de Proxmox en non-route, c'est toute dernière version, hein, c'est 12.3.1 qui vient de sortir avec le plugin qui va avec. Donc si t'as pas eu l'info, Alexandre, c'est normal, il vient de sortir. Pierre, Backup des Pierre, comptes. Pierre il lag. Pierre il est sur le VDC d'il y a 4 heures. On a une date pour le SOS API de la partie 365. Pierre, on est où là? On est sur Proxmox. Pierre, je sais pas, non, il n'y a pas de SOS API pour 365 aujourd'hui, c'est même pas, Non, il n'y a pas. jamais entendu parler. LSX, on a répondu. LXC, on est d'accord que c'est les conteneurs. Je suis pas expert. Mais Oui, LXC, c'est les conteneurs. C'est ça? c'est la partie Linux sur Proxmox sur les conteneurs. Ouais. D'accord, donc c'est déjà répondu. Donc arrêtez de poser la question. Oui. C'est pas supporté. Sauf si vous mettez du Kasten avec du Kubernetes.
Ouais, c'est soit Il y en a qui API. trollent, il y en a qui en rajoutent, tu sais, maintenant, ils m'ont trigger, et donc là, ils se sont dit, allez, vas-y, on en remet une couche. Non, sur la partie SSO API, c'est uniquement pour la partie, si je me trompe pas, storage. Elle est où? Tac. Si on refait un saut dessus, il est où ce fucking truc? Euh, Je ne trouve avec plus. le, on peut pas faire du backup de Proxmox vers Cloud Connect? J'ai jamais eu la demande, j'ai jamais fait Aucune attention. idée. Aucune idée, Cédric. Si c'est pas le cas, bah, ça veut dire qu'on le fait pas déjà. Ensuite, des fois, tu peux faire du backup en direct, mais tu peux faire un backup copy. Mais des fois, ça sert à rien de faire un backup copy parce que tu peux pas restaurer. Donc, aucune idée. J'ai du mal avec la matrice un peu compliquée. On peut faire des backup copy, merci Frédéric. Mais est-ce que quand tu fais ton backup copy, après, tu peux faire un clic droit restore? Très bonne question. Parce que c'est bien de Je backuper. ne Je sais que sais des fois, pas. on fait des backup copies sans pouvoir faire de restore, hein. On aime bien faire les trucs. Ah, le restore est pas possible. Donc, du coup, tu copies tes backups, tu dis que tu l'as fait, et puis le jour où tu en as besoin, voilà, machin là, tu ouvres un case au support, tu fais un copier-coller de ton VBK, tu fais ça bien, quoi. Truc qu'on aime, bien supporté. Ah, tu t'es réveillé parce qu'il a dit sur sa API, ok. Il demande Hyper-V, VMware. Bon, tu peux toujours faire de la migration, du coup, c'est cool. Moi, je te propose, tu backup ton Proxmox vers Cloud Connect avec un backup copy. Tu restores vers VMware, que tu backup et que tu restores sur Proxmox. Simple. Data portabilité, comme on dit chez nous. Après, il a pas testé en... Ouais, t'as pas testé en 3 points, mais Ouais. je pense pas que ça ait beaucoup changé. Ok, autre chose? Allez, on continue. Bon là, c'est beaucoup de personnes ont demandé à rajouter en fait plusieurs instances de instant recovery session. Et donc là, on peut aller jusqu'à 200 instances recovery session par backup server. Et au tout départ, on en avait une douzaine. Déjà, on avait des performances dégradantes. Et donc là, depuis la 12.3, 12.3.1 même, on a amélioré cette partie-là, donc en rajoutant plusieurs instants de VM recovery. Si on parle un peu de la partie Linux file level, donc si tu peux passer à la slide suivante. Donc là, effectivement, on a des choses qui se sont améliorées sur la partie restore avec la partie Linux. Sur les file level. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement en un asynchrone transfert. Et donc, on passe du simple au double, voire x5. Bon, ça dépend Ou de ta x5. bande passante, mais Ça oui. dépend, ça dépend effectivement de plusieurs paramètres derrière la bande passante, puis le nombre de fichiers aussi qui résident dans le backup. Là ici, bah, des améliorations encore. Donc, il y a une clé de registre à mettre en place pour améliorer effectivement la partie snapshot storage. Et si jamais le snapshot storage ne fonctionne pas, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va switcher directement sur le VMware Snapshot, si bien évidemment il existe. Donc l'AKB, elle est existante, donc ça vous explique bien comment il faut faire et quelle clé de registre il faut modifier pour pouvoir améliorer ce backup from storage. Une petite nouveauté aussi, backup copy à partir d'un backup copy d'un repository sauvegardé par des disques, des rotate drive ou vers des repositories sauvegardés par des rotate drive ou alors tout cloud repository, c'est pas à partir du cloud repository parce que c'est pas encore disponible, c'est vers un cloud repository. Ouais, pour ceux Donc qui ont on donne suivi un peu, il y a eu des news en 1, en 2, en 3, en 3.1, enfin bref, un peu partout, mais en gros, il y a eu un moment, le backup copy. Il y en a parmi vous qui se font des kiffs et qui font des backup copies de backup copy. D'accord? Vous avez un backup? Vous en faites une copie. Par exemple, vous avez fait un backup en local à Marseille, faites une copie à Paris, et depuis cette copie de Paris, vous voulez prendre cette copie de Paris et la mettre à Lille. Et ben voilà, donc c'était possible, puis ça a été enlevé, puis ça a été fucké avec le changement des data de la V12 et tout. On retrouve un scénario, enfin, normalement plutôt complet, où voilà, vous pouvez faire vos backups en local à Marseille, votre backup copy à Paris, et depuis ce backup copy de Paris, de refaire un backup copy vers Lille, vers Cloud Connect,
vers du Vault. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Est-ce que tu as une roadmap, Lolo, sur Proxmox? Moi, j'ai en tête des trucs, mais je me souviens plus tout ce qu'ils ont prévu de faire pour les nouvelles versions. En tout cas, quand il y aura une nouvelle version un jour, voilà ce qu'ils ont prévu de mettre dedans. Non, je l'ai pas comme ça, c'est juste un mail que j'ai de la part Ouais, du moi aussi, mais c'est développeur. juste de tête. Du coup, il y a l'application Error Processing. Dans les Ouais. prochaines versions, ils veulent faire en sorte que Proxmox y ait la Application gestion de Aware l'application Processing. Aware Processing. Comment il s'appelle déjà le... Pavel? De Merci. quoi? Non, oui, c'est Pavel ça, Type. parce que Ouais, j'ai un mail Pavel. du coup. Je cherchais. Et du coup, ce qui va être mis dedans aussi, c'est l'ouverture des API, parce qu'elles sont pas existantes. Enfin, elles sont existantes, mais c'est pas encore disponible. Et la partie Sure Backup Lite. Donc ce sera pas en V13, hein, je vous le dis tout de suite, cet été, V13, tout ça, pas du peut-être Proxmox, ce sera plus tard, donc peut-être en fin d'année, si on voit la V13 un jour. Et donc, ils ont prévu, en amélioration dans les prochaines versions, la gestion de l'application Error Processing, c'est ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, l'application Error Processing, c'est la priorité, et après, ce sera l'instant recovery. Mais d'abord, c'est l'application Error Processing. Voilà. On parle un peu du syslog server, donc toujours pas possible. Donc on voit syslog server avec un S. Et il est toujours pas possible effectivement d'avoir plusieurs syslog serveurs. Et pour l'instant, on se cantonne à uniquement un seul serveur syslog. La seule différence qu'il va y avoir par rapport à la 12.1, 12.2 et en 12.3, c'est la possibilité en fait d'exclure des événements grâce aux ID pour éviter de saturer un peu le syslog server et de se cantonner uniquement sur des event ID sur lesquels on veut avoir des informations. Donc d'alléger un peu le syslog server en question. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà mis en place ce syslog server Mais et faites-le! si la demande d'avoir plusieurs syslog serveurs fait partie de vos projets et si vous le souhaitez, bon, je pourrais toujours demander si c'est dans la roadmap ou pas. Juste, il y a Clément qui a une question qui n'a rien à voir, parce que les gens vous aimez bien comme ça, penser que c'est un support après-vente, on se fait des kiffs, tiens, je vais te poser des questions sur un truc qui n'a rien à voir. J'ai pas la réponse, mais dans le chat, si vous avez déjà fait des trucs un peu chelous comme ça, de faire des agrégats de VHD avec du storage space 6 dans des VM et de tenter de les restaurer avec Vim, je serais tenté de dire que c'est supporté, mais bon, au pire, Google, hein. Si quelqu'un a une idée. Deuxième chose, non, j'ai pas vu de Proxmox Data Center Manager, l'équivalent du vCenter, en support. C'est pas du tout, je pense, Non. aujourd'hui, au bout du jour. Et pour revenir au slide, très important le syslog. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des events qui sont critiques dans un serveur VBR. Des events comme changement d'immuabilité, changement de clé de chiffrement, rajouter des comptes utilisateurs admin du VBR, réduction de la rétention. Voilà, ça, c'est des events qu'il faut transmettre à votre syslog et qu'il faut cataloguer comme étant une alerte critique maximale sur votre syslog, sur toute la partie alerting. Parce que ces events-là, si vous ne les traquez pas, eh ben, potentiellement votre VBR il est compromis. Quelqu'un change la clé, réduit la rétention, se rajoute admin et vous la met à l'envers. Donc si vous ne pouvez pas traquer dans un syslog correctement toutes ces informations, et l'avantage du syslog c'est que ça, c'est unidirectionnel et que c'est inaltérable, et ben vous ne pourrez pas suivre correctement des attaques qui seraient en cours sur votre VBR. Voilà. Francis, Francis, merci, t'es là. Mon gars sûr, Francis, le signe, Télécinext. Alors, on est là et j'ai pas dit Tagata. En tout cas, Storage Space 6 Direct ne peut pas être monté sur les Moon serveurs à ma connaissance. Voilà, donc potentiellement, non. Est-ce qu'il y a une KB pour ces events? Je crois qu'il y avait un slide qui traîne quelque part. Alors déjà, oui, il y a tous les events qui sont catalogués sur l'event, sur le truc de Vim, là, dans la doc du Help Center. Il y a Cédric
qui fait big up à Francis. Du coup, voilà, il y a un KB avec toutes les alertes. Après, spécifique celle-là, je ne sais pas. Il y avait un slide qui existait, que j'ai fait sur avec Laurent dans un Technical Schools Club que tu retrouves sur le blog et qui s'appelle V12 sécurité. Ah, voilà, débrouille-toi avec cette info. C'est pas mal traité par un security appliance et component c'est durci. Oui, ton VBR il peut être sécurisé et durci, mais s'il y a des choses qui sont modifiées et que tu ne le vois pas, et ben voilà, c'est important quand même d'avoir cette visibilité des events qui sont faits sur ton VM. Et non, j'ai pas de recommandation de syslog en particulier, parce que là, alors il y a des syslogs qui sont gérés nativement, voilà, je crois que Palo Alto, des trucs comme ça, là, des XDR, enfin bref, il y en a plein qui sont gérés nativement parce qu'ils ont juste créé les alertes par défaut. Hein, ils ont pris toutes nos alertes, ils ont créé, ils ont fait des dashboards, des trucs. Sinon, voilà, c'est complètement natif. On gère tous les syslogs, on voit des infos. Après, il faut faire les fortes chances avec la base de Vim que de toute façon, le syslog que vous utilisez, il est déjà le parseur, comme on dit dans le milieu. Si notre ami Eric de Menkern m'entend, le parseur existe déjà pour pouvoir parser le syslog.